Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette tribune d'analyse et de décryptage des faits marquants de l'actualité au Bénin. Et c'est un plaisir pour nous de vous savoir encore nombreux à ce rendez-vous. Merci de témoigner votre fidélité donc à ce programme de Matin Libre Télévision. Aujourd'hui encore, nous recevons un citoyen digne fils du Bénin pour pouvoir analyser et commenter l'actualité. Vous savez que très souvent, nous ne sommes pas loin des élections générales de 2026 puisque c'est une première au Bénin. Et cela, donc, a des enjeux importants. Et avec notre invité aujourd'hui, nous allons donc scruter quelques faits marquants de l'actualité liés également à ces élections. Ilanon Moïse Monchor, il est cadre du parti d'opposition, donc les démocrates. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Moïse Monchor, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Bonsoir également aux téléspectateurs. Voilà. Quel regard portez-vous sur le climat sociopolitique aujourd'hui au Bénin? Ah, très belle question. Mais d'entame, laissez-moi avoir mes pensées pour un des nôtres. Mon jeune frère Julien Kandé-Kansou, qui depuis bientôt un mois dort en prison pour avoir publié, selon ce qui lui est reproché, des poèmes, des poètes. C'est un poète engagé. Il est du Parti Les Démocrates. Il a publié des poèmes, des écrits. Il a transféré d'autres choses que d'autres ont publiées. Il a partagé ça sur des forums. Et on n'a pas de plaignant jusqu'à aujourd'hui, mais il est en prison quand même. Donc j'ai une pensée pour lui. Je lui dis du courage, frangin. Du courage. La fin, elle est proche. Vous savez, le climat socio-politique de notre pays est délétère. Et depuis l'avènement de la démocratie, c'est à partir de 2016 qu'on a commencé par avoir ce genre de climat, où un seul homme veut être celui qui impose tout à une nation de presque 15 millions de population. Bon, on peut dire que c'est le langage de l'opposition. On ne peut pas dire qu'un seul homme. Il y a des réformes qui sont entreprises, des personnes qui, justement, ont donné leur caution pour ces réformes. On ne peut pas dire un seul homme. Citez-moi une seule personne qui a donné caution. Malheureusement, je ne réponds pas à vos questions. Oui, citez-vous. Quand vous avancez des arguments, il faut citer. Il faut les étayer. C'est ça votre rôle. Donc le climat sociopolitique de notre pays, c'est comme si on se croirait. On se croyait dans les années 1990. 80-90, la révolution. Où aujourd'hui, avant c'était les murs qui ont des oreilles, mais aujourd'hui c'est les écrans qui ont des oreilles et des yeux. Le climat aujourd'hui, surtout que nous sommes à quelques mois des élections, quel est le climat sociopolitique? Comment vous le décrivez aujourd'hui? Voilà. C'est une bombe à retardement. Là, pourquoi? Il y a le code électoral qui est vicié, que nous demandons à sa relecture depuis bientôt un an. Mais que le président et sa majorité mécanique font la sourde oreille. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Parce qu'ils se préparent à répéter ce qu'ils ont répété depuis qu'ils sont au pouvoir lors des élections. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose quand on sait que le pouvoir et la majorité, vous l'avez dit, ne veulent pas accéder à cette demande de l'opposition? Parce qu'ils ne veulent pas, on va passer à autre chose. C'est comme ça qu'on fait la lutte politique. C'est pas comme ça. Nous, on se bat jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quand ça les arrange vous ne vous préparez pas pour les élections? On se prépare. Très bien. Ça ne nous empêche pas de nous préparer. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut réviser le code.
Ils se préparent à perpétrer ce qu'ils ont fait en 2019, en 2020, en 2021. Quand vous les écoutez, vous, par exemple, vous écoutez le chef de la majorité, le président de la République, qui estime qu'il faut tester le code avant de, puisque c'est un test perfectible, il faut le tester avant d'apporter des amendements. Quand vous écoutez certains autres députés, ils estiment que, justement, ces différentes dispositions du code électoral s'imposent à tous les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de la minorité. Qu'est-ce que vous en dites? Si le chef de la majorité, je ne sais pas s'il en est le chef, hein, parce qu'il est membre d'aucun parti politique. Si vous parlez du président de la République, que vous le qualifiez comme le chef de la majorité, moi, je ne sais pas s'il est chef de la majorité, parce qu'il est membre d'aucun parti politique au Bénin. Bon, de toute façon, on a reçu quelqu'un ici qui a dit qu'il est justement membre d'un parti politique. Ce n'est pas ça le débat. Donc, le débat, c'est que, voilà... Non, je peux que répondre, voilà. Éclairer. Il ne faut pas servir de propagande à la mouvance. Je ne sais pas s'il est chef d'une majorité. Il est le président de la République, il est membre d'aucun parti, à ce que je ne sache. La seconde chose, c'est quand il ose dire qu'il faut tester le code. J'aimerais vous caricaturer un peu. Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, la gestion et surtout la paix et la concorde nationale. C'est notre devoir. Vous mettez une bouteille d'acide là, vous nous dites de la boire. Donc si nous mourons, ça veut dire que c'est de l'acide. Mais si nous ne mourrons pas, on va l'améliorer. C'est ça qu'il est en train de dire? Parce qu'on a vu ce que le code a eu à faire en 2019. On a vu ce que le code a eu à faire en 2020. Il y a des morts, hein? Des familles béninoises sont en deuil, ils n'ont pas encore fait leur deuil jusqu'à aujourd'hui. On a vu ce que le code a eu à faire en 2021. C'est pour ça, dès qu'on est arrivé en 2023 à l'Assemblée nationale et qu'il y a eu cette proposition, on a dit qu'on a apporté notre participation pour toiletter l'ancien code qui a créé des morts. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les 10% où on a eu à éliminer un parti au municipal qui avait la majorité des conseillers normalement à Porte-Novo, je veux parler du PRD, on l'écarte qui n'a pas 10% national. Donc, pour nous aujourd'hui, normalement, on s'est dit avec ce nouveau code qu'on a eu à toiletter, que ce devait être un code où on va voir comment régler ce problème de 10%. Mais on vient encore corser. Non seulement on corse en passant de 10% sur le plan national à 20% dans toutes les circonscriptions électorales. On en a 24 du pays. Ça veut dire qu'il y a un double degré de sélection. Donc c'est toujours pour éliminer. Et cela s'impose à tous les partis politiques? Ça ne s'impose pas à tous les partis politiques. C'est là je viens, Jean Bedet. D'accord. Ça s'impose qu'à un seul parti. Pourquoi? Le parti Les Démocrates. Comment? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'au même moment, dans cette loi, ils ont prévu ce qui est interdit par notre Constitution, c'est-à-dire les alliances, qu'ils ont qualifié d'accord de coalition parlementaire. Un accord de coalition parlementaire, d'accord, c'est une alliance déguisée. Et on oblige les gens à signer cet accord-là avant les élections. Et dès que vous avez signé cet accord de coalition parlementaire pour les législatives, qu'est-ce que ça vous donne droit? Ça vous donne un bonus. Ça veut dire que vous êtes des enfants, vous êtes 3 à aller à un examen, les 2 autres sont du même père, et toi, tu es seul. On dit si les 2 autres s'associent pour passer en classe supérieure, si ils ont chacun 10% nationaux, pour passer maintenant en classe supérieure, vous passez à l'examen du bac où on passe, il suffit que les 2, l'association des points des 2 fasse 20. Ça veut dire un frère peut avoir 1 et l'autre 19. La somme fait 20, donc ils passeront en classe. Tandis que celui qui a eu 19,99% seul, il ne passera pas en classe supérieure. C'est de la triche. C'est comme ça vous caricaturez la chose.
En réalité, quand vous écoutez, justement, vous les avez écoutés, ils estiment que les forces de l'opposition, il y a au moins 5 donc, partis politiques de l'opposition. Et donc, dans la majorité présidentielle, il y en a à peu près 4, tout cela. Et donc, vous pouvez avoir accord de coalition parlementaire avec les autres forces de l'opposition. Vous y croyez, vous? Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous y croyez à votre propre question parce que d'autres adversaires disent qu'on peut faire des accords de gouvernance, qu'on doit le faire? Depuis quand une loi oblige les gens à faire quelque chose? Le code de la route, par exemple, ça n'oblige personne à respecter le feu tricolore. Si tu veux, tu t'arrêtes au feu tricolore. Si tu ne veux pas, tu t'arrêtes pas au feu tricolore. Les conséquences, la loi te frappe. Et justement, pour l'accord de coalition, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé. Vous voulez qu'ils nous obligent? Vous n'êtes pas obligé. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. La loi, elle n'est pas fictive. La loi, elle est réelle. C'est la réalité, c'est du factuel. Mais nos gars, ils sont peut-être dans un cirque et ils croient qu'il faut imaginer des choses Y. Nous ne sommes pas là, nous sommes dans le réel. Nous sommes en train de gérer la vie de 15 millions de nos concitoyens. On doit tenir compte du factuel. En tenant compte de la loi qui a été corrigée, c'était à 10%. Combien de partis ont eu 10% quand on a expérimenté cette loi? À nos jours, 3 partis. Depuis la création, c'est 3 partis qui ont eu ça. Ça veut dire quoi? Les 2 frères siamois et les LD. Donc, si ces 3 partis n'ont que eu 10%, nous sommes allés aux élections la dernière fois, législatives, il y avait à peu près 8 partis. 7 ou 8 partis. Sur les 7 ou 8 partis, seulement 3 ont eu les 10%. Celui qui s'est déclaré de l'opposition, dont je tais le nom, et si vous voulez, je vais vous le dire, n'a même pas eu 10%. Il a eu 4% sur le plan national. Alors que pour que l'accord de coalition parlementaire entre d'abord dans sa démarche de pouvoir cumuler vos voix pour le second tour, il faut que ce parti et le parti avec notre parti, le parti avec lequel on s'est associé pour faire la coalition parlementaire, ait 10% sur le plan national, individuellement. D'abord. Monsieur. La loi coulait sur le pont. Et vous ne savez pas ce qui peut se passer. On ne va pas se lester. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Donc, loi, peut-être que le parti politique qui n'a pas eu... Je vais être honnête avec vous, jusqu'à preuve de contraire. Oui. Le parti dont nous sommes en train de parler, très bien. Si ce parti a 5%, oui, c'est qu'il a triché. Eh bien, vous n'êtes pas les électeurs. Pourquoi vous prédisposez... Parce que pour avoir les 4%, il y a un truc là, il y a de cela 3 ans, oui, on sait tout ce qui s'est passé. Donc, c'est factuel, les réalités sont là. Nous ne sommes pas là en train d'inventer comme eux, en train d'imaginer comme la mouvance qui pense qu'on peut s'associer avec d'autres partis. Non, on ne peut pas s'associer avec aucun autre parti, parce qu'aucun d'entre eux n'a eu 10%. Ah, pourtant, vous êtes dans un cadre de concertation, de forces politiques de l'opposition. On ne veut pas dire aller ensemble aux élections. Le cadre de concertation, c'est pour défendre certaines réalités. Il n'y a pas une possibilité que vous soyez ensemble? Il y a une possibilité, mais... Vous savez, lorsque tu es en mesure de marcher tout seul plus vite, pourquoi tu vas te lester? Pourquoi tu vas te lester? Parce qu'il y a un blâme qui arrive après. Ça veut dire que si vous faites l'accord de coalition parlementaire, il faudrait que je vous l'explique, vous allez comprendre. Vous faites l'accord de coalition parlementaire. Les 2 partis qui ont fait cet accord, si un seul n'a pas le 10% sur le plan national, tout tombe à l'eau. Malgré que toi, tu as eu 10%, que toi seul, tu as 19, quelques %, ça tombe à l'eau. Donc ça ne sert à rien. Très bien. Il y a les élections qui s'approchent. Votre doléance n'est pas encore entendue. De toute façon, vous nous avez dit que vous vous préparez. Quel est le niveau de préparation aujourd'hui face aux enjeux des élections générales de 2026 au niveau du Parti Les Démocrates? Il est optimal. Notre niveau de préparation est optimal. Jusque-là, on n'a pas de candidature, on ne sait rien de la présidentielle, par exemple. Vous scrutez la mouvance présidentielle? Est-ce qu'il y a une mouvance présidentielle? À quand
le duo donc, du Parti Les Démocrates? Nous avons notre calendrier qui est statutaire. Nous respectons nos calendriers. À que dit le calendrier? Nous avons les dossiers des municipales qui sont les plus importants. C'est ça que nous sommes en train de boucler. Après, il y a les législatives et après les présidentielles. Donc, rien ne presse. Nous sommes zen. Nous n'avons pas... Rien ne presse vraiment, alors que à partir du 12 octobre, voilà, il y aura dépôt. Et déjà, véritablement, on est en juillet. Mais rien ne presse. Je me rappelais en 2016, en juillet, à pareil moment, on ne connaissait aucun candidat. Hein. On connaissait les individus qui se baladaient dans la ville. On connaît bien les intentions, on connaissait les intentions. Mais vous avez l'intention que le Parti des démocrates va aux élections aujourd'hui? On parlait des intentions humaines, on connaît un peu, voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le présidentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas le présidentiel qui est le plus important, c'est le parti. La réforme est faite pour créer des gros partis, des grands partis. Ah, vous y adhérez? Ce n'est pas qu'on y adhère, nous avons toujours eu des grands partis. Nous avons toujours eu les grands partis. La RB a été un grand parti, la RB a dirigé ce pays. Nous avons eu, comment on appelle, le PRD. C'était un grand parti. Les FCBE morts, notre ancien parti de l'ancien président Yahi Boni, de l'ex-président Yahi Boni, c'était de grands partis. Mais ils n'ont rien inventé. En fait, ils sont venus seulement pour tricher, pour se maintenir. Mais vous savez qu'il n'y avait pas d'ancrage national pour ces partis. Vous mettez quoi dans l'ancrage national? Qu'est-ce que vous mettez? Moi, il y a des trucs... Il ne faut pas écouter ce que les gens disent et tout ça là. Les élections présidentielles au Bénin n'ont jamais... Aucun parti n'a eu un président à une élection présidentielle au Bénin. Aucun parti. Le seul qui l'a fait, je vais vous le dire, c'est la FCBE. Parce que Soglo, la RB, n'existait pas quand il est venu au pouvoir en 91. Kérékou, il n'avait aucun parti quand il est venu au pouvoir en 96. Quand il a rebeloté, ce n'était pas un parti, c'était une association de partis qui l'ont accompagné. Quand Yahi Boni est arrivé, aucun parti n'existait. C'est après qu'ils ont créé FCBE. Et FCBE a fait le chaos en 2011. Donc c'est le seul parti qui a eu un président. Après, on tombe en 2016. Le président de la République actuelle, il n'est issu d'aucun parti. Et jusqu'à preuve de contraire, en 2016, il a été réélu. Il n'a pas membre d'un parti. Ben, j'attends qu'il me montre la carte de membre de son parti. Très bien. Bon, en attendant, nous, on continue par échanger véritablement avec vous. Quels sont les enjeux pour les prochaines élections générales de 2026 pour vous? Nos enjeux pour nous, c'est d'être présents, d'avoir la majorité absolue, au législatif comme au municipal, parce que nous avons constaté qu'il ne suffit pas seulement que nous soyons minoritaires à l'Assemblée nationale. Nous avons constaté que beaucoup de nos compatriotes croupissent en prison. On a fait rentrer une loi d'amnistie pour pouvoir les libérer. Joël Aïbor, Ricky Amadougou, plein d'autres qui sont en exil, le président Adjamon Sébastien, le maire Liadi Soglo, le ministre Djenotin et le jeune Habib Arandessi. Beaucoup sont en exil et cette loi d'amnistie devait corriger ça pour les ramener à rentrer au pays et à sortir de prison pour apaiser. Mais le président a dit qu'il n'est pas favorable pour ça et sa majorité l'a suivi de manière mécanique. Et le dossier, la loi d'amnistie est dans les tiroirs. Donc il faut avoir tout de suite une majorité absolue pour pouvoir faire voter une loi d'amnistie pour libérer les prisonniers. Il faudrait qu'on s'asseye pour redéfinir le vivre ensemble. Ce n'est pas un seul homme qui va le décider à notre place. Il faut qu'on essaie de gérer ça et qu'on pense réellement à ça là. Après, les municipales... Quel est le profil que devrait, ou qu'est-ce que vous attendez d'un parlementaire pour la 10e législature? Qu'est-ce qu'on attend d'un parlementaire qui a la 10e législature? On veut un parlementaire qui soit capable de défendre les intérêts de la nation, pas d'un homme. Pas d'un homme. Nous prenons les exemples des lois qui ont été votées. La loi sur le numérique. On a déposé des tests, un test pour toiletter ça. Le Bénin a été condamné par le groupe de travail de l'ONU sur la loi sur le numérique, sur le code pénal et sur la loi d'embauche, où on précarise, on esclavagise nos concitoyens. Nous avons déposé 3 tests pour pouvoir toiletter ça, qui croupissent dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, on ne les sort même pas pour les étudier. Parce qu'ils ne veulent pas. Ce que le président a dit,
C'est sur ça qu'on est. Donc aujourd'hui, les lois, c'est l'humeur d'un homme. Je veux, c'est ça que vous devez faire pour moi à l'Assemblée nationale. Et donc pour vous, un parlementaire, c'est... Un parlementaire, c'est quelqu'un qui vient, qui fait des lois qui soient réfléchies, intelligentes, qui permettent la cohésion, le vivre ensemble. Ce ne sont pas des lois drones, des lois pour des personnes. C'est ça, un vrai parlementaire. Et c'est à ça que nous travaillons pour les profils que nous voulons envoyer à l'Assemblée nationale. Très bien. Et pour les municipales, c'est la même chose. C'est la même chose. On veut des élus qui soient capables de gérer les communes, de gérer les arrondissements et d'être utiles à la société. C'est important pour nous. Nous ne voulons pas d'une majorité mécanique qui est capable d'envoyer le pays dans une guerre qu'on ne détermine pas le nom. Très bien. En tout cas, on peut être heureux, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, le Bénin ne vit pas encore une guerre. On va parler maintenant du profil. Comment voyez-vous le prochain ou sinon le successeur de Patrice Talon en 2026? Si nous tenons compte de la réforme de Patrice Talon elle-même, qui veut que le président soit issu d'un parti, d'un grand ensemble, je crois que chez nous, c'est déjà fait. C'est-à-dire? Le parti, nous sommes des démocrates. C'est suffisant, le profil. Je sais que vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Je vais vous l'expliquer. Vous demandez le profil du prochain successeur. Il n'y a plus de successeur en réalité. C'est des partis qui gèrent l'État. Donc le profil idéal, c'est le parti Les Démocrates. Mais vous présentez un duo tout de même. On présente un duo, mais on dit que c'est une machine du parti. Vous avez vu comment ils sont en train de gérer l'État? Ah, ça vous a inspiré. C'est bien ça. C'est ce qu'ils ont voulu. En réalité, mais ils le font mal. Vous ne courez pas également le risque? Nous ne courons pas ce risque. Nous ne courons pas ce risque de tomber dans cette travers. Parce que nous, on a avec nous un ancien président qui est le président du Parti des démocrates, qui a l'expérience de la gestion de l'État. À quel niveau d'influence il pourrait avoir dans le choix du duo présidentiel? Aucun. Est-ce que ce n'est pas naïf de croire cela? Selon nos choix. Mais je ne sais pas. Selon nos choix, oui. Selon nos tests, il y a une commission ad hoc qui sera mise en place pour étudier tous les potentiels candidats. Ah, ce n'est pas encore mis en place. À quand ce sera mis en place? À chaque chose son temps. On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pressé? Pas du tout. On est serein. C'est eux qui sont pressés. Nous, justement. Après la mise en place de la commission ad hoc qui travaillera certainement, n'oublions pas, l'ancien président qui est le président du parti aura justement son mot à dire. Non, il n'aura pas... C'est un vote, hein. Je crois qu'ils vont voter après quand ils se sont battus d'accord sur un consensus du candidat. Je crois qu'on va voter. Et il a une voix. C'est pas qu'il a deux, il a trois voix. La voix prépondérante. Il n'y a aucune voix prépondérante. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas de la rupture. Hein. Nous sommes du Parti Les Démocrates. C'est la rupture où on a vu le président de la commission des lois dire à la télé qu'ils étaient en pleine séance en train de travailler à l'Assemblée nationale, la commission des lois, et que le président de la République l'a appelé, ils ont débarqué, ils sont partis, le voit, et au retour, tout le monde était d'accord, ils ont plié, c'est ce qu'il a dit qu'on doit faire. Nous, c'est pas ça chez nous. Il ne faut pas confondre les choses. Très bien. On attend de voir de toute façon. Hein, avec les acteurs politiques, on peut avoir bien de surprises. Récemment, il y a eu la levée d'interdiction d'exportation des produits vivriers au Bénin et déjà le gouvernement donc a levé cette interdiction, certainement pour le bonheur donc de ces producteurs, de ces commerçants. Quelle analyse faites-vous justement de cette décision? Pourquoi ils ont pris cette mesure d'empêcher l'exportation des produits vivriers? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu l'inflation et
D'autres l'ont dit que c'est parce que les poules ont tout mangé, les produits vivriers. D'autres ont dit que c'est le même gouvernement. Hein. D'autres disent que c'est à cause de la pluviométrie qui n'a pas été dense. Par contre, les pays limitrophes n'ont pas eu ce problème. Bon. Et on n'a pas su gérer correctement la prévention, l'anticipation. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a des périodes, des saisons assez porteuses, il y avait l'ONASA qui se permettait de prendre le trop-plein, de les entreposer, de les traiter, et que lorsqu'il y a de la disette, ou bien que la saison n'a pas été bonne, pour équilibrer, on libère sur le marché. Ils sont arrivés, on a dissous l'ONASA. Donc on n'a plus de réserve. Le Bénin n'a plus de réserve de produits vivriers. On est rentré dans une mauvaise saison et les prix ont flanché. Si on ajoute à ça également la tasse, surtout. Les lever, c'est une bonne chose. Mais si on les lève, qu'on n'a pas pris les mesures avant de pouvoir avoir du stock, des réserves étatiques subventionnées, pour qu'au moment où on sera encore confronté à cette pénurie, qu'on puisse faire sortir les réserves, c'est-à-dire qu'on aurait fait tout ça là pour rien. Donc, il faut prendre des décisions audacieuses en amont et en aval après, on va pouvoir gérer. Aujourd'hui, j'espère que ça va baisser le prix des coûts des denrées alimentaires parce que le panier de la ménagère, il n'est plus seulement vide, il est troué, carrément. Il n'y a rien dedans. Les tasses sont passées par là. J'espère que ça va faire baisser les tasses et que le panier de la ménagère va se remplir au moins un tout petit peu. Quelles sont les conséquences logiques en réalité ou quelles devraient être les conséquences logiques de cette levée? C'est de ça que je viens de vous dire que ça va permettre peut-être de soulager un peu plus les ménages. Pour qu'au moins et les producteurs, tout ça là, puissent gagner un peu plus d'argent en vendant dehors et leurs produits. Est-ce que nous ne courons pas le risque également de l'inflation, comme vous l'aviez rappelé, parce que si on vend également ailleurs, ce qui est possible aujourd'hui, et puis à l'interne, il y a quand même une rareté également de produits. Parce que si l'État ne prend pas les mesures idoines qui s'imposent, c'est-à-dire en créant, vous savez, l'ONASA a peut-être ses défauts, on pourrait l'améliorer. En faisant quoi concrètement? En revoyant la gestion, voilà, le process, on pourrait l'améliorer. Donc, il faudrait qu'il y ait ça qui soit créé, que l'État puisse acheter déjà en quantité pour conserver avant de libérer. Et donc que l'État ait des magasins? Des magasins. Que l'État ait des magasins, des réserves. Il y a ça dans tous les États. Il y a quelque chose qu'on appelle une réserve souveraine. Je ne parle pas d'argent. Hein. Il y a de l'eau. On doit pouvoir emmagasiner de l'eau pour qu'en cas de crise, qu'on puisse avoir de l'eau à donner à tout le monde, même vraiment en gérant comme cela se doit, 1 mois, 2 mois. L'État doit avoir cette réserve. Du carburant, l'État doit avoir ça. Des matières premières, des matières vivrières. L'État doit avoir toutes ces réserves. Parce que les catastrophes arrivent. On va courir pour aller tendre la main, faire le mendiant. Avons-nous les moyens pour un État comme... on n'a jamais été autant aussi riche hein, depuis qu'ils sont arrivés. Il paraît qu'on est à 7,5% de croissance. On n'a jamais été autant riche. On a tellement taxé, ponctionné les Béninois qu'on est riche aujourd'hui. Et la dernière en date, vous l'avez vu, sans un oui consort, et tout ce qui est les portables banking, ils ont augmenté. Ils ont augmenté là. Donc, on est tellement riche, on n'a jamais été autant riche. Donc, c'est le moment de pouvoir faire ce genre de réserve. Si, de 2006 jusqu'à 2016, on n'a pas été autant si riche, mais on a pu avoir l'ONASA, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut l'avoir. C'est tout à fait normal. Bon, on connaît un peu l'avis des gouvernants actuels sur l'existence de l'ONASA. Ils n'en veulent pas du tout.
Et donc, ils ont décidé de faire du business avec les Et Béninois. donc, pour vous, aujourd'hui, il faut que le Bénin ait des réserves pour pouvoir soulager les populations. Vous savez, il ne faut pas qu'ils viennent faire du business avec le peuple. Le peuple, ce n'est pas du business. Gérer un État, ce n'est pas du business. C'est l'impression que vous avez? C'est l'impression qu'on a, la majeure partie des Béninois. Le social, c'est la priorité d'un État. C'est comment on fait pour ne laisser aucun enfant affamé, aucun enfant malade, aucun enfant au bord de la route, aucun enfant déscolarisé. C'est ça. Pourtant, il y a des programmes qui sont là, des projets qui sont mis en exécution. Vous les voyez, vous? Vous n'en trouvez pas? J'en vois pas. Pas du tout. Mais si aujourd'hui, les gens qui mangent, les gens sont incapables de payer leur ordonnance de 1000 francs, incapables de manger, le service social, il est où? Vous allez dans les hôpitaux? Bon, allez voir, faites un tour. Vous êtes journaliste, faites un tour avec vos caméras. Vous allez voir si vous autorise. C'est pas ça, un État. Il le faut, il le faut. Et c'est quand même dommage. Vous savez, je suis citoyen béninois. Et quand je vois certaines choses, quand vous êtes obligé aujourd'hui de voir des journalistes dialysés, incapables de se soigner, quémander sur les réseaux sociaux pour pouvoir se soigner, c'est l'État qu'on veut du Bénin? Un Bénin riche, un Bénin résilient, c'est ça? Bon, la morosité économique est partout. Non, la morosité économique n'est pas partout. Est-ce que parce que c'est chez les autres, ça doit être chez nous également? Alors qu'on dit qu'on est riche, on dit qu'on est capable de construire des infrastructures de prestige, de construire une Assemblée nationale à 60 combien de milliards, 75 milliards, alors qu'on est incapable de donner 2,5 milliards à nos frères, nos compatriotes qui sont dialysés pour pouvoir faire leur dialyse gratuitement. Soyons humains. Très bien. On est en train de sortir de nos discussions, Moïse Mochor. Il y a tout de même le Parti Les Démocrates qui a fait une sortie récemment suite à l'affaire Akpona, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui affaire Akpona. L'ex-ministre en charge de l'énergie, de l'eau, de l'énergie et des mines, qui a fait des déclarations. Par la suite, nous avons eu justement cette annonce de la plainte formulé par Samou Sédou Adambi, son prédécesseur. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place donc une commission de vérification des projets devant être exécutés à Parakou. Tout ce feuilleton, comment vous l'analysez? Moi, je qualifie ça d'un cirque institutionnel. Le Haut Commissaire qui s'est saisi au commissaire de quoi? La prévention de la corruption. Donc il n'a pas prévu ça, il n'a pas anticipé ça et c'est arrivé. Ah ben, on n'a aucune preuve que c'est arrivé. Ce n'est que des déclarations. Les populations de Titiro à Parakou, là où l'ex-ministre a eu à parler, il leur posé la question, ils vous diront que c'est arrivé. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'électricité. La belle preuve, hein? Quand ils parlaient, ils étaient dans le noir. Hein. À Parakou. Hein, et cela ne veut pas dire que, justement... Ils n'avaient pas de loi. Je dis, si vous me dites, voilà des preuves qui sont là, parce que le gars, c'est le ministre, c'est un auditeur. Il ne va pas se lever et aller raconter des inepties devant les populations. Vous avez lu son communiqué de presse lui-même, a rédigé, tout ce qui est en parlant de preuves... Tout ce qui est venu après. Oui. Vous savez, vous voulez noyer votre chien? Vous préférez croire à ses premiers propos que ses propres excuses, par exemple, ses propres déclarations dans un communiqué? Il faudrait que nos hommes politiques soient dignes. Qu'ils soient dignes d'assumer. Aujourd'hui, c'est une fuite en avant. De qui? De tous. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est une fuite en avant. Il a fait des accusations, il a fait des trucs, des déclarations. Il assume. Et depuis quand un ministre qui vient, il dit un truc, ce jour-là, on les limoge. Ah, donc quand on dénonce dans ce pays-là, on vous limoge. C'est l'image qu'on est en train de monter à l'étranger, ça. Quand vous dénoncez, on vous limoge. Les raisons évoquées par le gouvernement, vous avez eu vent des raisons? Mais, vous savez,
Il fait partie d'un gouvernement où il a dénoncé des malversations financières. Sans en informer d'abord le chef. Peu importe. Pour vous, ce n'est pas important d'informer le chef? C'est sa conviction. À lui. Je ne suis pas lui. Il a décidé de le faire comme ça. Mais comment? Quelle lecture au fait? Il assume. Maintenant qu'on le limoge pour ça. Au contraire. Au contraire. Ceux qui dénoncent des faits comme ça sont dans les pays qui se respectent, sont protégés. Ils sont protégés. Et après, vous suivez, vous voyez son parti qui se désolidarise. Et c'est ça qu'ils appellent les grands ensembles. C'est ça la réforme du système partisan. Vous êtes prêts à avoir des ministres, mais dès que ces ministres commettent une faute politique, comme eux-mêmes l'ont dit, on se désolidarise de ce ministre-là. C'est pas ça. C'est-à-dire ces réformes, elle est créée et elle porte en son germe ce qui va la tuer. Parce qu'elle n'a pas été réfléchie. Elle n'a pas été pensée ensemble. Quand c'est d'une seule personne, vous savez, tu peux être un génie. Tu peux être un génie. Mais lorsqu'il s'agit de gérer des humains, il faut l'intelligence de plusieurs personnes. Venons-en maintenant justement à cette affaire. Nous avons reçu ici Maître Renaud Agbodio qui salue justement la mise en place de cette commission par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Qu'attendez-vous réellement? Nous avons d'abord, dès que le truc s'est passé, nous étions à l'Assemblée nationale, aux députés. C'est nous qui avons déposé une commission d'enquête parlementaire. Parce que nous dénoncions depuis toujours la gabegie financière. Nous avons fait des questions au gouvernement sur le leasing. Il paraîtrait que ça a coûté sur 8 ans 2500 milliards à l'État béninois. On n'a pas de preuves, on pose la question au gouvernement, depuis on attend les réponses. Zéro. Sur le prix des stades qui ont été construits, zéro, on n'a pas de réponse. Sur la statue de l'Amazon, le jardin de, comment ils l'ont appelé d'ailleurs, Bioguerra, tout ça là. Jusqu'à présent, zéro réponse. On ne connaît pas combien coûte tout ce qu'on fait pour le pays. Les voies, on ne connaît pas combien ça coûte. Les prix affichés, on affiche par exemple pour l'Assemblée nationale 25 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 75 milliards. Je ne sais pas quel avenant on a pu signer pour qu'un truc qui est prévu à 25 milliards, l'avenant fasse 3 fois le prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'omerta. On est allé dans ce pays pour pouvoir mettre tout le monde sous coupole, faire une loi où lorsque tu sors, des gens dénoncent et ils envoient les documents administratifs pour dire voilà ça, il y a fraude, ça il y a fraude, qu'on puisse les poursuivre et les mettre en prison. L'ex-ministre Djenotin a été la première victime par rapport à cette loi. Mais si vous criminalisez la dénonciation, comment vous pouvez lutter contre la corruption? Parce qu'il faudrait qu'on se rappelle la mémoire à tous les Béninois. Il y a un ancien ministre des TP, Romain. On l'a limogé du gouvernement. Parce qu'il a dit qu'un marché qui a été donné en partenariat public-privé de gré à gré, que l'État a préfinancé. Alors que normalement, c'est la société qui doit financer. Et l'État ne fait que payer. On l'a limogé. Aujourd'hui, ça rebelote avec. Il faut aller vérifier si c'est vrai. Mais qui a vérifié lorsque le colonel Théo Idre a dénoncé Olivier Bokoy et Oswald Rumeki? Qui a vérifié? Mais on allait les arrêter. Personne n'a vérifié, on allait les arrêter. Pourquoi on ne l'arrête pas? La justice a fait son travail jusqu'à ce qu'il y ait le procès. Il y a des précédents. Lorsqu'il y a eu le procès. Le colonel Théo Idre a dénoncé qu'il y a coup d'État qui se prépare. Ah ben, la justice s'est saisie du dossier. Aucune justice. La justice, vous n'avez pas suivi le procès? Ils ont arrêté les gens avant de faire le procès après. Ah d'accord. Donc vous estimez qu'on devrait arrêter d'abord
avant de pouvoir aller vérifier. C'est bien ça. Quand on le limoge du ministère, on le verrouille pour qu'il apporte les preuves. Je vous dis que M. Akpona est un auditeur. Mais lui-même déclare qu'il n'a pas de preuves tangibles. Merci beaucoup à vous, Moïse Mocho. Malheureusement, nous sommes au thème de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que nous appelons les Béninois à être debout, à se préparer au cas où on ne révise pas ce code électoral chrysogène exclusif, à sortir massivement pour pouvoir arrêter l'injustice, corriger cette injustice qu'ils sont en train d'imposer au peuple béninois depuis 2016. C'est-à-dire les exclure de toutes les élections, les écarter. Il faut corriger ça, sortir massivement pour pouvoir faire son devoir. Parce que être citoyen, c'est aussi pouvoir voter. Donc faire son devoir constitutionnel en allant dans les urnes, à surveiller les urnes, à surveiller le scrutin et à donner la majorité au parti de l'opposition qui est les démocrates. Et ça, c'est mon mot de fin. Il faut corriger les justices. C'est pour ça que nous appelons à une révolution électorale dans les urnes en 2026. Très bien. Merci beaucoup. Votre message est entendu. Certainement pas. Donc, les Béninois, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. Merci donc de prendre le prochain rendez-vous. D'ici à là, portez-vous bien. À gratuite sur Matin Libre Télévision.